Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, on va parler d'un de tes articles que tu avais publié sur Contrepoint, donc, le site Contrepoint qui est connu de nos amis libéraux et des autres, des non-libéraux, j'espère. Enfin, le but, c'est qu'ils soient de plus en plus connus quand même si on peut avoir des points de désaccord avec eux. Donc, on va revenir sur cet article qui s'appelle « Le riche est-il un voleur ?» Donc, tu dis « Le riche est devenu dans notre société, voire a toujours été un horrible personnage. » Oui, malheureusement, oui. Oui. Alors, est-ce que tu veux qu'on le lise ou on peut le lire C'est comme tu veux. La lecture, ça peut-être être un peu rébarbatif, mais forcément, je connais un petit peu l'article, donc on peut le Tu peux nous commenter. en C'est faire comme, bah, oui, le je, riche est je- de. Vas-y, vas-y. oui, je commence juste par rappeler que le riche, effectivement, dans la société, on le voit tous les jours. On a tout le temps confronté à la discussion de l'injustice et des riches contre les pauvres. Et les libéraux sont pour les riches, ils sont pas pour les pauvres. Les riches. Et clairement, c'est pas bien d'être riche parce que tu es riche. Parce que si, la question qui est derrière, sur l'article, c'est si tu es riche, c'est que quelque part, tu as volé. Tu peux pas être riche de manière Ouais. normale. C'est pas possible. Tous les gens normaux essaient d'être riches, ils n'y arrivent pas. Si toi, tu as réussi à être riche, c'est que quelque part, tu as triché. Donc, forcément, si tu es riche, c'est que tu es un voleur. C'est ça le point de départ dans notre société. Je pense pas, je caricature, mais à peine. C'est le premier point de départ. Euh, alors, donc, à partir de là, je dis, mais finalement, comment peut-on devenir riche dans une société à peu près normale, sachant qu'on nous dit tous les jours qu'on est dans un état de droit, donc on ne peut pas faire à peu près tout et n'importe quoi. Il y a quand même des contraintes, justement. Bon, on ne peut pas voler n'importe qui. Donc, comment peut-on devenir riche? Eh bien, il n'y a pas 36 000 façons. Hein. C'est bien gagner sa vie, faire échanger, faire du commerce, être entrepreneur. Voilà, on va dire commerce et entreprise. Ok. Il y a voler, effectivement. Ça, c'est clair. On peut aussi hériter. Je mets l'héritage de côté parce que je pense que ce n'est pas le sujet, mais on pourra en parler. Et puis, il y a une quatrième catégorie qu'on oublie tout le temps. Il y a les voleurs, mais les voleurs Déguisé. officiels, Ouais. déguisés. Ouais. Exactement. Il y a Oui, les voleurs j'étais qui... pas sûr que tu allais en parler, ouais, mais c'est pour ça que j'allais préciser voleurs. Il y a deux catégories de Si, voleurs. t'inquiète pas. Il y a Il y les a voleurs, une les catégorie. méchants voleurs et les voleurs. Il y a les méchants voleurs et il y a les gentils voleurs. Voilà, dans notre monde, il y a les méchants voleurs, c'est celui qu'on connaît tous, mais il y a aussi des gentils voleurs. Le gentil voleur, c'est celui qui vit des impôts, qui fait payer les impôts d'abord, donc le percepteur. Hein, voilà. Le percepteur est un voleur. Et il y a bien sûr tous ceux qui vivent du recel des impôts, les fonctionnaires, les élus, tout un tas d'autres gens. Il ne faut pas oublier celui-là. Bon. Et donc, quand on revient dans le riche, c'est soit quelqu'un qui a été plus classique, c'est un entrepreneur qui a réussi. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre, hein, Celui qui est arrêté. Celui qui est, Oui, voilà. Et puis, mais il y a aussi le voleur. riche. Il y a le riche voleur. Il y a le riche voleur, c'est celui. Alors, c'est celui qui, je sais pas moi, Monsieur Macron est un riche voleur, par exemple. Mais plein d'autres. Hein. Monsieur Macron est riche. Bon, il y a plus riche que lui, d'accord. Enfin bon, je pense qu'il est dans la catégorie des riches. Et c'est un voleur. Tout l'argent qu'il gagne est nourri des impôts. Il fait rien de particulier. Il ne se lève pas le matin en essayant de satisfaire des clients, d'échanger, de négocier, des choses qui sont habituellement morales. Hein, donner, échanger, négocier, demander pardon, en veux-tu, tu vois, négocier. Voilà, ça c'est moral. Par contre, imposer, voler, c'est pas moral. Bon. Donc, il y a cette articulation. Alors, évidemment, il existe aussi des entrepreneurs qui sont des voleurs. C'est vrai. Il y a des malfrats, il y a des gens des fraudeurs qui il y vont a des vendre quelque fraudeurs. chose, des contrefaçons, enfin des choses Voilà, qui vont promettre quelque chose et ne vont pas délivrer. tout à fait. Voilà, ça existe. Ça existe et c'est pour ça qu'aussi on a la justice, etc. Donc oui, ça existe. Mais donc ça c'est je dirais le deuxième discussion que j'ai en deuxième point Ça, c'est le sur cœur, oui. l'article. C'est le cœur un petit peu du raisonnement. Et puis progressivement, je pars sur deux choses qui sont en fait sur des faces cachées du riche et de l'entrepreneur qu'on oublie. Il y a une partie qui est liée à comment finalement l'entrepreneur qui ne serait pas un fraudeur peut-il devenir riche. C'est toujours la tarte à la crème, notre cher Bernard Arnault, notre figure mondiale. Comment, a priori,
a-t-il fait pour devenir aussi riche que ça? C'est toujours la même chose. Il a veillé à avoir des clients et des clientes qui soient satisfaits des produits de Louis Vuitton et de Moët et Chandon, etc. Donc, il a veillé à avoir des sacs à main qui plaisaient aux dames, des bouteilles de vin et de champagne qui plaisaient à ceux qui tout le monde, je pense, aux dames et aux hommes. À ceux qui font soi. Il a a priori, il a développé et fait développer avec ses équipes ses produits, son entreprise, etc., pour satisfaire des clients qui n'étaient pas obligés d'acheter des sacs, qui n'étaient pas obligés d'acheter du champagne, qui l'ont fait parce que ils considéraient que c'était bien pour eux et qui ont accepté de payer le prix cher de ces produits à M. Arnault et à ses équipes. Où est le vol là-dedans? Effectivement, il s'est extrêmement enrichi en faisant ça. Pas en faisant que ça, mais grosso modo, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il s'est beaucoup enrichi et plein de gens avec lui. Où est le vol là-dedans? Où est le vol? Un marxiste va te dire que les gens qui travaillent pour Arnault devraient gagner plus, qu'on leur a volé une partie de leur travail. Ils ne sont pas rétribués pour ce travail. Oui, c'est vrai. Mais si on prend... Mais tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Alors, là, par contre, c'est quelque chose dans lequel je ne rentre pas dans le détail dans l'article, du comment on pourrait le faire. Je vais essayer de le faire très rapidement. C'est ne pas comprendre comment le rôle d'un capitaliste. Si je prends l'exemple du sac à main, en supposant un sac à main qui vaut 1 000 €, juste pour fixer l'idée, okay, dans un magasin, là aux Champs-Élysées, sac à main à 1 000 €. Très bien. On pourrait dire que les ouvrières, elles ont une bonne partie des 1 000 € à récupérer de par leur travail. C'est ça l'argument, c'est ça ton argument. Oui, c'est ça l'argument. Ouais. Sauf que dire ça, c'est oublier plein de choses. Oui. On parle souvent d'un sac on va supposer un sac en croco, juste pour fixer les idées. Hein. On oublie qu'il faut aller élever ou chasser le croco longtemps en avance, pas mal d'années en avance, sortir le cuir, tanner le cuir, attendre qu'il sèche, le colorer, le nettoyer, etc., le couper, le tailler, aller chercher les différentes pièces des différents sacs. En attendant, les ouvrières, payer les ouvrières qui font le sac pendant un certain temps. Le sac, une fois qu'il est fait, il n'arrive pas tout de suite en vitrine, il y a un certain temps, il y a des délais, il y a du transport. Il reste en vitrine un certain temps. Pendant ça, là, il faut payer le magasin, les vendeuses, etc. Et tous ces gens-là qui sont des salariés reçoivent leur salaire alors qu'on n'a toujours pas encore vendu le sac. Ouais. Donc, le rôle de M. Arnault et de tous ces gens-là, c'est de prendre du fric quelque part, d'avancer le fric, et de payer tous ces gens-là avant. Lui, il a payé tous ces gens-là avant et lui, pour le moment, il n'a toujours rien payé, toujours rien gagné. Il ne gagne que quand le sac est vendu. Elle est où la valeur du sac par rapport au vol de la valeur du sac par rapport à tous ces gens-là? Tous ces gens-là ont touché l'argent, leur salaire convenu par contrat pour le travail qu'ils ont fait, qui n'est qu'une part de tout le travail. D'accord? Et il le touche avant lui-même que lui, il touche le premier euro de la vente du sac. C'est ça que je pense qu'on oublie de... Je pense que les salariés n'ont plus conscience, en fait. Comme ils sont détachés de l'entrepreneuriat, du fait de créer soi-même sa propre société, ils n'ont peut-être pas forcément conscience du fait que percevoir un salaire tous les mois, quoi qu'il arrive, c'est un luxe. Parce que moi, je suis indépendant. Oui, toi, tu es indépendant, donc toi, tu vois la réalité. Non, mais je me pose la question de, justement, embaucher ou non des personnes. Et je vois la responsabilité et le risque que c'est de dire, si tu prends un salarié, il va falloir tu lui trouves que tu puisses générer assez de valeur pour le payer tous les mois le même salaire. Il faut que tu le payes tous les mois, même si toi, tu n'as pas eu d'argent que tu n'as pas encaissé. Et je pense qu'en fait, les gens n'ont vraiment pas conscience de cette dynamique-là, du fait qu'il faut être sûr qu'on va pouvoir arriver au moins à l'équilibre. Après, idéalement plus, mais que déjà. Mais ce n'est pas juste une question d'équilibre, hein. C'est surtout une question de temps. J'ai pris l'exemple du sac. C'est encore pire avec une voiture. C'est encore pire avec une voiture. Non, je pense qu'il y a, notamment chez les marxistes et les gauchistes, ils oublient souvent la question du temps. C'est bien parce qu'on part sur le sujet. Le rôle du capitaliste, c'est de financer le temps. C'est pas de gagner sa vie, d'exploiter les gens, machin. C'est de financer le temps. Encore une fois, je reprends l'exemple du crocodile. Le mec qui a élevé le crocodile, il est en amont. Plusieurs mois, peut-être des années avant, parce qu'il faut élever le crocodile.
Le jour où l'éleveur commence à élever le premier crocodile, il commence déjà d'une manière ou d'une autre, à recevoir des sous que le sac financera peut-être des années après. C'est tout ce temps-là que le capitaliste sert à financer. Et ça, effectivement, le gauchiste. Le salarié arrive, il débarque, moi j'ai mon salaire, vous avez vendu le sac, moi j'ai. Ben oui, mais comment tu finances tout ce temps qui s'est passé là? Et toute l'innovation, la recherche, la construction de l'usine, le salarié arrive, tout est déjà prêt pour lui. Donc, il a fallu trouver un magasin, embellir le magasin, payer les impôts, payer les vendeuses, tout ce que tu veux, avant qu'on vende le premier sac. Moi, il y a un exemple que j'aime bien là, sur ce concept de j'ai des salariés qui disent oui, on n'est pas assez payé on devrait être payé en fonction des bénéfices. C'est quand toi tu construis une maison et qu'un maçon te fait ta maison, à la fin, il n'y a pas une part de la maison qui appartient au maçon. C'est ta maison, il y a eu un contrat, tu as fait le job et le maçon n'est pas propriétaire d'une partie de ta maison. D'une part, effectivement, mais même si on rentrait aussi dans cette logique-là, on pourrait rentrer aussi dans la logique du crayon, tu sais, le crayon de Lawrence Smith. Parce que, ok, je prends ton exemple du maçon, qui est tout à fait valable, mais le maçon, il a pris des briques. Est-ce que celui qui a fabriqué les briques, il rentre en ligne de compte là-dedans? Est-ce que celui qui a été extraire l'argile pour pouvoir faire les briques, pareil aussi? Et celui du ciment, on peut tirer la chaîne très loin. C'est qu'on l'arrête. Est-ce que c'est juste les salariés? Mais le salarié, il oublie qu'il y a de la matière première, et la matière première, on peut retenir le même raisonnement. Où est-ce que s'arrête la logique? La réponse, elle est évidente, elle est donnée, c'est les contrats. Le contrat de salariat, tout ça est géré par les contrats qu'il y a entre les salariés, les fournisseurs, etc. C'est ça qui règle la question, évident. Et en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée qui est due, etc. La valeur tu veux bosser pour ce prix, tu le fais, tu veux pas, Et puis voilà, c'est tout. Moi, je te paye tous les mois, tu seras content. Mais si tu veux, je te paye. Allez, je te paye 10% plus cher, mais uniquement à la vente du sac. Il y a aussi un argument qu'on va nous sortir. Quand je te dis, soit tu acceptes et tu fais le job et à ce prix-là, soit tu n'acceptes pas et tu t'en vas, on va te dire, mais on est obligé de toute façon de travailler pour vivre. Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix. On nous impose, c'est une tyrannie. Accepter ce job. Mais non, mais je vais reprendre l'exemple que je viens de prendre à l'instant. Je suis ouvrière de chez LVMH pour le sac. Aujourd'hui, je touche tous les mois. Très bien. J'ai une autre solution possible, le même travail, mais je ne touche que quand le sac est payé. Mais par contre, je touche 5 à 10% plus cher, mais que quand le sac est payé. C'est le même boulot. Mais par contre, ce n'est pas le même business model. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus confortable? C'est évident que c'est le salarié. Le salarié, c'est le plus confortable. C'est évident. Donc, bien sûr qu'il y a le choix. Et tu vois, je ne vais même pas sur la nature du travail, juste la façon d'être payé. Donc, effectivement, il y a cette partie qui consiste à dire, mais le riche, en quoi, il a fait son boulot, où est-ce qu'il y a un vol? Tu l'as dit toi-même, il y a tous les contrats, etc. Il n'y a pas de vol là-dedans. Le vol, c'est soit de la fraude, soit l'imposition ou le vol. Mais le riche, en général, normal, le boulanger, l'exemple que je prends toujours du boulanger, j'aimerais qu'on m'explique où est-ce que le boulanger vole quiconque. Je ne vois pas. Bon. Après, l'article finit un peu là-dessus, il y a une autre dimension qu'on oublie, qui fait que pour moi, le riche est structurellement dans la société, en fait, un bienfaiteur, non pas un non-voleur, mais carrément un bienfaiteur. Le bon riche, non? Parce que le riche. Oui, pardon. Le riche honnête. Ouais. Autant pour moi, merci de me le rappeler. Tu as raison, le riche honnête. Est un bienfaiteur, c'est, tu sais, l'avancée technologique. C'est lui qui finance les avancées technologiques. Je prends souvent l'exemple des téléphones portables, il y en a d'autres. Mais les téléphones portables aujourd'hui qui nous coûtent, je sais pas, 300 € peut-être, un téléphone qui est encore plus performant que certains ordinateurs il y a quelques années, et certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant que les premiers téléphones portables il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu payais 10 000 balles pour avoir un téléphone poussif par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une batterie énorme, une antenne, c'était un truc énorme. C'est pourtant parce que les riches à l'époque ont dépensé 10 000 balles pour avoir les premiers téléphones, que les opérateurs se sont dit qu'il y avait un vrai marché, qu'ils ont donc développé ce marché-là, que de nouveaux téléphones sont apparus plus performants, plus légers,
meilleure portance, et puis progressivement que les smartphones sont arrivés, c'est parce qu'à chaque fois, à chaque génération, les gens les plus riches ont acheté les téléphones les plus chers, qui de ce fait les prix progressifs se sont développés, les prix ont baissé, et les prix baissant, des téléphones de meilleure capacité, moins chers, sont devenus de plus en plus accessibles. Si aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable, c'est grâce aux riches d'il y a 20 ans qui ont accepté de payer 10 000 balles un téléphone pourri, enfin, qu'on considérait aujourd'hui pourri, à l'époque. Et c'est vrai pour la plupart des technologies, sauf faire des trucs d'État, les technologies communes, les chaînes Hi-Fi, les téléphones, la télé, les machines à laver, c'est vrai partout. Ce sont parce que les riches achètent au début des produits chers que progressivement les produits se développent et les prix, la concurrence arrive, les prix baissent et progressivement de plus en plus de gens accèdent à des produits moins chers et plus performants. Donc oui, le riche honnête, tu as raison, est un bienfaiteur de ce point de vue-là. À l'inverse, le riche qui te pique du fric, le fonctionnaire et l'élu notamment, sont... Il y a aussi l'entrepreneur qui fait de la collusion avec oui, l'État. Oui, tu as raison. Celui-là, on ne l'a pas vraiment évoqué. Celui qui tu as raison. Va essayer de faire imposer des normes, va essayer de créer des situations de monopole via l'État en créant des régulations. On a parlé il n'y a pas très longtemps de Madame Ernotte de France Télévisions. C'est la caricature. Il y en a bien d'autres. Hein. La pauvre femme, c'est pas parce que c'est une ordure que c'est la seule à être une ordure. Mais des ordures comme elle, il y en a beaucoup, effectivement, et grands patrons de beaucoup de grandes entreprises. Mais le truc, c'est que non, mais après, le truc, c'est que ils s'en rendent même pas compte. Enfin, de toute façon, les ordures sont. Non, mais c'est possible. C'est possible. Enfin, c'est bien possible, tu as raison. Je pense que chaque personne pense être un bienfaiteur, qui sont des bienfaiteurs de l'humanité. Hein. Enfin... Ça, je sais pas. Là, j'ai droit à un joker parce que... Ouais. Ouais, je sais pas, franchement. J'espère que tu n'as pas raison. Ça me rassurerait, honnêtement, parce que là, ça serait encore plus grave, je pense. Mais malheureusement, il y en a certainement beaucoup qui pensent effectivement être des bienfaiteurs. Oui, c'est possible. Je pense que Madame Ernotte, puisqu'on parlait d'elle, pense bien faire. C'est probablement vrai. Et dans ce cas-là, ça donne une idée de l'état de délabrement moral de notre société, malheureusement. C'est vrai aussi de beaucoup de fonctionnaires. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont convaincus de faire de bonnes choses, d'être des sauveurs de l'humanité. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, je crois, dans l'essentiel, ce que j'essaie de dire dans cet article, il me semble. Oui, c'est ça. Je regarde juste, on va juste regarder ta phrase de conclusion, comme ça. Je t'en prie. Ça permettra de conclure, justement. Le riche est donc doublement un bienfaiteur, et sa richesse est sa juste récompense. Il est riche parce qu'il a contribué à l'enrichissement de beaucoup d'autres, et sa richesse a permis à tout le monde de profiter des inventions qu'il a, lui, avant tous les autres, accepté de payer très cher. C'est ça. Alors les deux aspects, c'est l'innovation, mais c'est aussi le profit. Tu sais, le discours classique de on s'enrichit jamais tout seul. Quand M. Bernard Arnault vend un sac, il s'enrichit du sac, mais sa cliente s'enrichit du sac aussi. Oui, c'était ce point-là. Je voyais qu'on l'avait oublié par rapport à ton article. On a oublié ça, effectivement. Sur la relation gagnant-gagnant de la transaction. C'est que quand tu achètes une baguette de pain, tu n'es pas pauvre tu n'as pas perdu 1 euro. C'est que tu as échangé 1 euro que tu estimais valoir moins qu'une baguette que tu trouves meilleure. Exact. On a sauté ce point-là. Oui. Mais c'est la règle de base de l'échange libre et spontané. Pas l'extension concrète. Un échange libre et spontané, c'est les deux sont toujours gagnants. Si tous les deux nous décidons là en ce moment de faire une vidéo, c'est que nous y trouvons un intérêt, quel qu'il soit. On nous trouve un intérêt tous les deux. Ouais. Mais ça, c'est un concept qui n'est pas vraiment forcément toujours compris, j'ai l'impression. Il y a tout un tas de raisons. Là, c'est vrai, mais alors en plus, il y a tout un tas de raisons. Déjà parce qu'on ne nous l'enseigne pas, c'est pas forcément très intuitif, c'est plutôt contre-intuitif. Et il y a beaucoup de théories économiques qui sont diffusées qui reposent au mieux sur l'égalité de l'échange, de la valeur de l'échange. Qui vont te dire, si tu achètes ton pain à 1 euro, tu donnes 1 euro, tu donnes un pain, ça veut dire que le pain vaut 1 euro. Et donc, il y a eu un échange, une égalité des deux valeurs. Alors que c'est faux. Pourquoi on dit que les deux gagnent? C'est que quand je donne mon euro, je donne bien 1 euro, je perds 1 euro, c'est vrai, mais je gagne un pain, et si je le fais, c'est que j'y vois mon intérêt, ça veut dire que je considère
que pour moi, le pain a plus de valeur Alors, que l'euro, ouais. donc je gagne. Dans l'autre sens, le boulanger, lui, il donne un pain, on ne sait pas combien coûte le pain, ce n'est pas le sujet, Ouais. et il gagne 1 euro. Forcément, ça veut dire que pour lui, l'euro a plus de valeur que le pain. Donc, on peut penser que le pain lui coûtait moins qu'1 euro, mais lui aussi, il gagne. Lui, il gagne en numéraire. Il a gagné entre le coût et l'euro, il a gagné du numéraire. Moi, j'ai gagné en qualité de produit. J'ai gagné un produit, mais j'ai gagné aussi. Les deux gagnent, sauf que chacun gagne selon son point de vue. Ouais. Et donc, si le boulanger s'enrichit, comme ça se passe chaque fois, ben, il y a tout ce qu'il a gagné, lui, tout le profit qu'il a gagné, en fait, est à la hauteur de ce que tous ses clients, eux aussi, ont gagné. Voilà. Donc, le milliardaire honnête, il a fait gagner 1 milliard, s'il a 1 milliard, il a fait gagner En 1 valeur, milliard ouais. en valeur à tous ses clients. Ouais. Donc, il Et ça casse aussi la notion quand les gens parlent de valeur intrinsèque. Il n'y a pas de valeur intrinsèque, effectivement. Des choses. On le voit bien. Voilà, on le voit bien de cette façon, c'est qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est moi, de mon point de vue, le pain a plus de valeur que l'euro, de mon point de vue. Et du point de vue du boulanger, c'est l'euro qui a plus de valeur. On a tous les deux un point de vue différent et qui sont des points de vue opposés. Ouais. C'est parce que les points de vue sont opposés qu'on échange. C'est paradoxal, mais ça montre bien que le pain n'a pas 1 euro de valeur. Peut-être que je l'aurais acheté à 2 euros. Tu vois, peut-être que je l'aurais acheté à 2 euros. Pourquoi pas? Peut-être. Si je suis affamé, peut-être que je vais acheter 2 euros. 3 euros. Peut-être. Donc, la valeur du pain, elle est relative à ce que moi, je perçois de sa valeur. Mais elle n'est pas intrinsèque au pain. Et c'est vrai de tout. Un sac à main, est-ce que ça vaut 1 000 euros ou est-ce que ça vaut 50 euros? C'est un sac à main. Tu peux avoir le même sac, le logo est différent, mais si tu as tel logo... En Bangkok, t'en as, il valent 30 euros. Ouais. C'est un sac à main. Ouais. Et pourtant, il y a des dames qui achètent ça à 1 000 euros. Donc, ça laisse supposer que si elles le font, spontanément, c'est que pour elles, quelque part, ça vaut le coup de dépenser 1 000 euros. C'est ça l'économie. Ouais, très bien. On va finir là. Merci Stéphane. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.